mes oreilles, elles sont parties avec. Ils ont fait comprendre que j'étais mort. Et je bug, et je me dis bonjour, et je m'effondre. Je prends conscience de ce à quoi je ressemble. Plus jamais je retrouverai l'amour, plus jamais j'arriverai à vivre, plus jamais... Mais vraiment, c'était... Salut la team. J'espère que vous allez bien. Nous allons aborder... Ça va être long, 1h06 comme ça. Clap de fin. Ah, c'était rapide. Merci pour... Coucou. Adrien, Salut. Adrien, pardon. Bien le bonsoir. Comment tu Ça vas va bien et toi? Ça va, merci. Ah, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de... À chaque fois... Mais t'es sûr que t'as besoin de faire ça ou même juste le laisser comme ça, tu vas Ouais, pas... non, il faut vraiment le mettre là pour que ça capte bien. Voilà. Et vu que j'ai le même pull que l'autre fois, Ouais. voilà. Ils vont croire que tu t'es pas changé. Non, c'est pas le... C'est un autre pull, mais il a le même... Voilà. Merci pour d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation, merci d'avoir pensé à moi déjà. Puis, du coup, ça tombe de sens aussi pour le projet commun aussi. Donc, non, c'était super intéressant. Ouais. T'as passé une bonne journée? Ouais, j'ai passé une excellente journée. J'ai fait plein de choses, donc du coup, je m'ennuie pas. J'ai beau être au chômage, je m'ennuie vraiment pas. Ok. Les journées sont remplies, des rendez-vous, des projets à côté et tout. Donc du coup, ouais, non. Bonne journée. Parfait. Et toi? Ouais, ça va. Est-ce que tu as bien commencé l'année 2026? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette année. Qui vient de commencer. Ouais, mais j'aime beaucoup le début que ça prend. Les projets, les opportunités qui se créent aussi. Quand tu passes à l'action. Les challenges perso que tu te fais à toi-même et tout. Ça booste aussi ta détermination. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de cette année. Genre, il y a beaucoup de choses qui se présentent et ça a l'air vraiment cool. J'ai l'impression d'être un enfant tous les matins de Noël, tu sais, qui attend ses cadeaux, son cadeau de la journée et tout. Et ça fait une semaine que je suis dans ce mood-là de me lever et me dire quel va être mon cadeau de la journée. Et je trouve que ça change vraiment ta perspective de ta journée. Et en fait, tout ce que tu fais, c'est super en fait. Enfin, genre, je suis jamais déçu. Là, je t'avoue que depuis que j'ai ce live motive, je suis jamais déçu de ma journée. Je me couche, je suis content de ma journée. Je sais que j'ai accompli des choses, même s'il n'y a pas de petite victoire, donc non, j'ai hâte. Magnifique. Et toi? On commence bien le podcast, dis donc. Et toi, 2026? C'est beau. Franchement, je sais pas. Je l'ai bien commencé, je l'ai bien et pas bien commencé. Il y a des hauts et des bas en fait. Mais ouais, je sais pas comment je la vois honnêtement. Dans le progrès et l'évolution. Ouais, mais tout est apprentissage. Ouais. Mais faut savoir l'identifier. Ouais. Je vais dire un peu comment on s'est rencontrés du coup. On s'est rencontrés lors d'une formation en développement personnel. Je peux pas dire plus parce que sinon je spoilerais la magie. De toute façon, ça serait totalement incompréhensible aux oreilles des gens. C'est sûr. Mais voilà, on s'est rencontrés là. Et c'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Ouais, j'allais dire 3, mais non, ça c'était plus Non, il y a 2 ans. Moi, ouais, 2 ans, ouais. moi, je l'ai faite, cette formation, en 2024. Ok, ouais, 2 ans. Ouais, c'est ça. 2024. On s'est rencontrés 3 mois après que j'ai commencé, je crois. 3-4 mois après. Ouais, 22. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux te présenter? Comment tu t'appelles? Quel âge tu as? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que t'es marié? Non, je rigole. Et puis un peu raconter ton histoire du coup. Quel âge j'ai? Je viens d'avoir 31 ans. Ah, moi aussi j'ai 31 ans bientôt. Ouais, mais toi tu es D'ailleurs, déjà joyeux anniversaire encore. Là, dans quelques jours, le 9. Ouais, c'est ça, le 9. Hein. Ouais. Moi, je devais être né le 9 à la base. Ah ouais? Le médecin m'attendait le 9. J'ai décidé de venir le 1, apparemment. Et non, moi, je suis né le 1er février. Et du coup, je suis Verseau. J'ai 31 ans cette année. Ça va, tu les fais pas, hein. Tu es plus jeune. Putain, Team Verseau. T'es bien la première personne à me dire ça. Hein, ah ouais? Parce que, ouais. On me table toujours un peu plus, mais c'est la barbe, ça. Ouais. Genre quel âge? 60 ans? Non. 35, 36.
Le mieux, ça a été quelqu'un au bar un peu bourré qui me regarde, il fait: «Ah mais je suis sûr que tu as 48 ans», tu sais? Je lui dis: 3 «Ouais, enfants. merci». J'aurais pu, hein, mais je lui ai dit: «Merci, tu as totalement raison». Fallait pas débattre. Grave. Non, j'ai 31 ans, je suis Verseau. Là, à l'heure actuelle, je suis chercheur, d'emploi. OK. Moi, Heu, j'allais dire chercheur de quoi? non, non, chercheur Chercheur d'or? d'emploi. Heu, Tu cherches dans quoi? dans la reconversion, j'étais 10 ans, auprès de jeunes, dans le social, que ça soit, à travers l'éducation nationale, dans des lycées, collèges Mmh. et après en centre socioculturel. J'ai adoré, ces années-là. J'adore, bosser avec les jeunes et tout donc je continue aussi, travailler avec eux mais à travers, on va dire, le sport, Mmh. parce que je suis entraîneur j'accompagne des jeunes au rugby et donc du coup, ça me permet d'être toujours en contact avec eux et tout et de leur transmettre, des choses. Mais là, pour l'instant, je m'oriente plus à travers la nutrition et le sport. Parce que je remarque les effets bénéfiques que ça a pu m'apporter à moi et je me dis que, enfin, genre, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse et puis on reste dans la transmission et on est dans quelque chose dans le bien-être Et dans le dev perso? et dans le dev perso aussi et du coup, ce qui permet aussi d'être avec des personnes qui ont envie d'acter un changement, un changement dans leur vie, sans que ça soit une obligation comme ça peut l'être pour les enfants quand tu les accompagnes alors que c'est à l'école, alors que donc il y a ce côté-là, il y a ce rapport-là de moi, je suis obligé de venir à l'école, donc du coup, bah, je suis obligé de te voir. Et donc du coup, le rapport est pas forcément très, on va dire, Facile. facile, non, très respectueux. Il y a quelque chose comme ça qui s'est un peu envolé, on va dire, depuis plus les générations passent. Mmh. Et c'est ça qui me manquait un peu dans ce boulot-là. C'était aussi de pouvoir me dire le matin, je me lève et je sais que ça va être génial. J'adorais bosser avec les gosses. Tous les jours étaient différents. Mais c'est beaucoup d'énergie. Mmh. Genre vraiment, c'était quelque chose qui était très énergivore pour le coup. Et puis j'étais plus forcément en phase avec avec les jeunes, donc c'était plus simple pour moi de me dire: «Bah, je m'en éloigne un peu, mais je vais les retrouver dans une autre thématique» et à travers le sport, là où ils ont envie d'y aller, c'est rien à voir. C'est trop, trop bien. Les jeunes, tu les sens qui sont motivés et tout, donc ouais, non, non, pour le coup, là, clairement, c'est juste du kiff d'être entraîneur. Je suis arbitre aussi de rugby à côté, donc ça me permet d'enrôler, on va dire, différents rôles au sein d'une structure, sportive et donc du coup, heu, comme on doit les former sur la règle et tout et que le rugby, c'est assez complexe en termes de règles, c'est très enrichissant, surtout avec les gamins, OK, avec les éducateurs aussi et ouais, non, pour l'instant, je suis, en reconversion. OK. Donc tu voudras toujours travailler avec les enfants, quoi? Ou les Toujours, ouais, il y a toujours cette envie de transmettre, les ados ou un peu plus grands? que ça soit tout ti toute tranche d'âge, en fait. OK, J'ai pas forcément de public, OK. avec lequel je veux bosser, non, tout le monde. Mmh. Puis on a tellement à apprendre aussi. Ouais, c'est clair. OK, bah, merci du coup. On va rentrer dans le vif du sujet. Yes. Est-ce que tu peux raconter, du coup ton histoire? Yes, ben, ça va faire 12 ans, un peu moins de 12 ans, ça fait 11 ans et demi parce que c'était en juillet 2014. Je me suis assoupi, je me suis endormi au volant de ma voiture et ma voiture a pris feu. Je me souviens Tu étais en train de rouler? ouais, OK, ouais. je rentrais du taf, je travaillais dans le social, j'étais en remplacement éducateur spécialisé dans un foyer d'accueil médicalisé, à 45 minutes de chez moi. J'adorais ça, mais c'était mon premier vrai travail, dans le social et donc du coup, en fait, c'est très épuisant Mmh. et pour le coup, j'étais rentré, je pensais que j'étais, d'habitude, quand je me sentais fatigué, je faisais une sieste de 10-15 minutes, au boulot, avant de partir à la fin de mon service.
Et là, ce jour-là, je devais me sentir bien et du coup, j'ai pris la voiture et en fait, à 10 minutes de chez moi, Tu as pas senti du tout que tu étais en train de somnoler, hein? Tu as pas vu venir, je l'ai pas forcément vu venir et puis, bah, en fait, la fatigue, c'est vraiment, ça prévient pas. non, ça prévient pas, puis c'est surtout que c'est, rapide, hein. C'est, bam, tu plies du nez, Mmh. et tu peux pas lutter, hein. Genre, pour avoir avant mon accident, conduit dans d'autres états, d'ébriété ou quelconque, hem, là, tu es conscient. Tu sais que tu es pas dans un état, la fatigue, tu as pas conscience. Mmh. Enfin, tu luttes, mais sauf que la fatigue, si elle a décidé, c'est très rapide et donc du coup, j'étais à un ralentissement. Genre rond-point, il y avait du monde, je ralentis et là, du coup, plus besoin d'être très attentif sur la route vu qu'on va pas vite. Et là, j'ai piqué du nez. Je pense que je suis parti sur le bas-côté et j'ai tapé un nid de poule ou quelque chose parce que du coup, ça m'a réveillé en sursaut. Je Mmh. sais pas ce que j'ai fait parce que selon les dires, bah, en fait, ma voiture, elle est passée sur la voie d'à côté. Elle a fait Un tonneau? un 360. Non, non, Ah! un 360. J'aurais tapé une voiture vite fait Oh waouh! et ma voiture a tapé, mais à 5 km/h, hein, même pas. Ma voiture a tapé une butte. Mmh. Je suis resté dans la voiture et, euh, et ça a été très court et très long à la fois. Très, perspective de temps très aucune en fait. Mmh mh. Mmh. Et, et à ce moment-là, j'avais mes lunettes de soleil. Et tu vois, là, t'as déjà vu du chocolat qui fond? Bah, en gros, là, pareil. Mes lunettes, elles ont fait. Je les ai vues. Et j'ai eu la chance parce que ça a pas amené mon nez, mais je pense qu'à Mmh. ce moment-là, Ouais. les oreilles, elles sont parties avec. Et puis en fait, le feu venait de derrière, mais sauf que moi, j'en avais aucunement conscience avec l'adrénaline, le coup de chaud. Tu sais, quand il t'arrive un truc comme ça, t'as un coup de chaud. Mmh. Donc je pensais que c'était normal que j'avais chaud, je pense. Et Surtout que tu venais de te réveiller. ouais, c'est ça. Donc en fait, elle a vraiment Tu as la même pas eu gueule le temps de dans. capter ce qui se passait, quoi. Non, et puis du coup, ben, je commence à me dire que, je sais pas, ça sent pas bon. Mmh. Et je vais pour sortir côté conducteur. Et au moment où je vais pour sortir, en fait, la roue gauche, elle prend feu, mais très rapidement, ça monte. Et en fait, à partir de ce moment-là, je contrôle plus mon corps et mon corps me sort de la voiture. Mmh. C'est fou. Et je sors du coup et je m'allonge plus loin. Enfin, Ouais. genre, je sors de la voiture, je m'allonge. Je pense qu'instinctivement, ton corps, il sait que dans ton dos, c'est pas cool. Donc, du coup, je me suis allongé face contre terre. Et en fait, j'ai entendu des gens qui gueulaient amenez de l'eau, amenez de l'eau. Euh, je sais qu'il y a les agriculteurs du dessus parce que c'était au niveau d'une ferme. Ils sont venus, ils ont amené des seaux d'eau et tout. Enfin, il y a une... bah, après, il y avait du monde. Ça aussi, il y a de la chance, c'est qu'il y avait du monde. Et en fait, dès que la sirène des pompiers est arrivée, euh, merci. C'était Noël. Et dès que la sirène des pompiers, je l'ai entendue, bah, en fait, mon corps, il a fait bziou, plus rien. Salut toi. Et en fait, du coup, là, à ce moment-là, bah, après, moi, plus tard, je me suis réveillé en 5 minutes. Toute ta vie, elle bascule et je me suis réveillé un mois après, C'est parce long. que j'ai été en coma artificiel. Et à partir de ce moment-là, tu te réveilles, tu comprends pas trop. Je savais qu'il m'était arrivé un truc. Je savais que j'avais eu un truc à la tête. Pas sur tout le haut du corps. Quand tu te réveilles déjà, quand tu ouvres les yeux, c'était pile poil un mois après, parce que j'ai eu mon accident le 8 juillet, le 8 août, je me réveille. Et, et en fait, tu ouvres les yeux, tu peux pas parler parce que moi j'étais encore chubé et tout. Et en fait, juste, tu vois que tu as des bandages de partout, tu sais qu'il t'est arrivé un truc, mais qu'à la tête et tout, mais en fait, c'est la panique parce que c'est pas du tout ce que tu te souviens, tu vois. Et à ce moment-là, je suis flou parce que je suis sous traitement, genre antidouleur et tout. Et, mais je sais que je me suis réveillé, j'étais paniqué, enfin, donc du coup après, bah, t'as les infirmières qui viennent, qui t'expliquent un peu, mais t'es complètement vaseux, ils appellent tes parents et tout. Je Et sais il y que avait aussi le truc où, pardon, je te coupe la parole, où, quand tu m'avais raconté,
quand les pompiers, eux, ils t'avaient, ramené à l'hôpital, ce que la Ouais, police avait dit à tes ouais, parents? et quand, c'est vrai qu'en plus, j'ai fait mon baptême d'hélico, dans en étant inconscient parce que du coup, du lieu de mon accident, j'ai été héliporté parce que mon accident a eu lieu près de Valence dans la Drôme et j'ai été héliporté du coup à Lyon, à l'hôpital Édouard Herriot où ils ont un grand C'est centre de loin? relais. C'est à 1 heure en voiture, donc je pense qu'ils y étaient en 20 minutes en hélico. Mmh. Donc moi j'ai subi 12 opérations, mais pour en revenir à l'info, c'est que en fait, moi je l'ai appris bien, bien plus tard, Mmh. quelques mois après, hein, voire même 1 an, C'est où long en quand même. gros, parce que j'avais jamais réellement posé la question et Ouais, que c'est venu sur le tapis comme ça, quoi. bah, c'est venu sur le tapis parce que, je suis tombé sur des photos que ma mère avait prises pendant que j'étais dans le coma. Donc du coup, en fait, tu te mets à leur place et tu vois ce qu'eux, ils ont vu Mmh. et donc du coup, bah, tu commences à comprendre qu'eux aussi, il y a des choses qu'ils ont vécues Ouais, très mal voilà. Ouais. et après, bah, tu discutes avec eux et en fait, j'apprends par le biais parce que mes parents, on en a jamais réellement parlé parce que ça, c'est très, on va dire, un sujet sur lequel ils abordent pas Bah, ouais, forcément, ça mais devait être dur c'était pour eux. ma cousine qui me l'a dit parce qu'elle était infirmière et c'est elle qui a eu l'info comme quoi, bah, en gros, les pompiers, n'ont pas communiqué avec les gendarmes et les gendarmes, quand ils sont venus devant mes parents, ils ont fait comprendre que j'étais, mort, que j'étais dans la voiture encore et tout et que j'avais pas survécu à ça et Horrible. oui et donc du coup, quand tu apprends ça, tu es là, tu fais: «OK». Donc moi, je m'imagine la scène et tout et en fait, ma cousine, elle me dit: «Ben, écoute, moi, c'est juste parce que ta mère, elle a envoyé des messages, que c'était fini, qu'il y avait plus rien Mmh. et tout» et hem et après, tu as, 2 heures après, ma cousine qui arrive à avoir l'info d'un de ses amis, comme quoi, en fait, j'avais juste été héliporté à Lyon, donc ascenseur émotionnel de dingue pour mes parents, qui ont été, j'avais la chance à ce moment-là, enfin, j'ai eu la chance d'avoir eu, des amis qui ont pu, les héberger, qui les ont aidés du mieux qu'ils pouvaient et tout, donc ça c'est ça quand j'ai su ça, c'est très, très cool à savoir, tu vois? Mmh. Hem et par la suite, bah, du coup, moi, donc dans le coma, je subis 12 opérations, je crois, quelque chose comme ça. J'ai eu la chance de, pas être brûlé, au niveau des jambes, donc du coup, en fait, ils ont fait des prélèvements de peau au niveau de mes cuisses et c'est toujours mieux d'avoir ta propre peau parce que du coup, la greffe, elle s'assimile plus, elle s'assimile mieux, du coup, à ta peau. Tu as été brûlé sur, quelle partie du corps en tout? Tout le haut, à part le torse, je suis à plus de 55. Ouais, c'est ça. Plus de 55 du corps. J'ai la chance aussi d'avoir gardé mon visage, parce Mmh. que ça aurait été différent. Ça aurait été quelque chose de plus éprouvant, je pense. Et j'ai fait, ouais, quand je me suis réveillé, j'étais en 2 semaines en réa ou en réa, après soins intensifs. Donc pendant 2 mois, j'étais à l'hosto et le 8 ou 9 septembre, comme une année scolaire, comme une rentrée scolaire, je suis allé dans un centre de rééducation à côté de Lyon, Miribel-Jonage, le centre Roman Ferrari, qui est juste incroyable et l'un des pionniers dans certaines techniques pour la guérison des brûlés. C'est là-dessus où j'ai eu beaucoup de chance parce que je me retrouve quand même avec une peau assez souple pour un brûlé. Et j'ai fait 1 an, 1 an là-bas, ouais. 1 an. Donc tu es resté complètement là-bas? Ouais, ouais. Bah, je C'est long. rentrais, je rentrais un peu chez moi, mais pas pour les premiers mois. Les premiers mois, c'était, que je te dise pas de bêtises, je devais avoir, allez, je devais avoir 2 3 heures. Au début, pas trop de kiné, mais après, ça devait être dans les 4 heures, 5 heures de kiné, 2 3 heures de pansement. J'adorais les pansements. Parce que du coup, en fait, j'étais sous gaz hilarant. Ah, la meilleure des drogues, hein. Mais tu deviens totalement dépendant, par contre, de ce truc-là. Et heureusement, il y a beaucoup de professionnels de santé qui font que, bah, ils savent très bien répertorier et savoir quand c'est que tu as plus besoin de ces produits-là et t'accompagner pour justement
enlever cette addiction-là parce que je me souviens, j'avais 2 heures, 3 heures de pansement, j'étais sous gaz hilarant, ouais, c'était trop bien et j'attendais le lendemain juste pour ça. Genre vraiment et sauf qu'à un moment donné, ben, ça cicatrise, Mmh. bah, tu en as plus besoin et ça, c'est un apprentissage aussi, enfin genre, on t'accompagne donc tu pas, laissé, laissé seul dans ça donc du coup, non, ça c'était vraiment intéressant et puis c'est surtout aussi quand j'étais dans un centre pédiatrique, il y avait, très peu d'adultes. Donc les adultes qui étaient avec moi, on se croisait pas beaucoup au début et j'ai eu la chance d'en rencontrer un qui au final, enfin inconsciemment, quand il t'arrive un truc comme ça, inconsciemment, quand tu vois quelqu'un de pire que toi, bah, toi tu te regardes, tu dis: «Moi ça va». Genre clairement j'ai pas grand chose comparé à lui qui avait, lui par la suite j'y appris donc il a perdu son nez, un œil, tout ça parce que papy bourré lui était rentré dedans alors qu'il rentrait du taf et qu'il était en moto, tu vois? Donc lui, c'était différent. Je dirais pas que c'est pire, mais c'était différent, il l'a vécu d'une autre manière et ça là-dessus, je le remercierai jamais assez aussi de l'accompagnement que lui, parce que ça faisait 4 5 ans qu'il y était lui déjà, dans ce centre-là et il a réussi, à me faire comprendre qu'avec, humour, tu arrives à, dédramatiser beaucoup de situations et surtout ça en fait. C'est vrai qu'après quand tu es dans un centre de rééducation et que tu vis pendant 1 an, tu dans un monde à part, hein. Tu vis entouré de gueules cassées, de gars de gars, d'enfants, de parents qui côtoient ça, de professionnels qui côtoient ça tous les jours. Et donc, du coup, je dirais pas que t'es bien, mais, t'as l'impression que la vie, elle continue, mais parce que t'es avec des gens qui comprennent, en fait. Enfin, qui comprennent. Qui Et qui savent se ce que battent c'est. aussi. Qui, bien sûr, qui ont chacun, qui sont là pour des difficultés différentes, tu vois. Mais, pour en revenir au fait que moi, quand je me suis réveillé de mon coma, avant mon accident, je faisais du rugby. Je faisais ouais, 75-80 kilos. Je suis sorti de mon coma, j'en faisais 50, 55. Et tu sais plus marcher. Après, heureusement, tu as de la mémoire musculaire et tout, mais tu sais plus marcher. Tu es à l'hosto, on dit faut vous nourrir, faut marcher, faut bouger le plus possible. Je suis arrivé dans mon centre de rééducation. On m'a dit, Monsieur Molossan, non, non, vous arrêtez de bouger, il faut vous immobiliser. Parce qu'en fait, la brûlure, surtout quand tu es en phase inflammatoire, même n'importe quelle cicatrice, quand elle est en phase inflammatoire, en fait, plus il va y avoir du mouvement, du frottement, plus elle va se rétracter. Et donc, du coup, si tu bouges et que tu es encore en phase inflammatoire, bah, en fait, ça se rétracte. Et donc, du coup, bah, je crois, j'avais une armature je sais pas, en plastique, une armature, on appelle ça un thoraco-brachial. J'avais une armature comme ça et j'avais les bras comme ça, avec une minerve et un masque, avec des montres. En fait, des montres, c'était des formes en silicone qui étaient spécifiques aussi à ce centre de rééducation, qui avait été développé par un médecin là-bas, Mmh. euh, qui était dans des compressifs et en fait qui venait appuyer sur les zones où tu étais brûlé pour justement appuyer sur les zones où tu eu d'adhérence. L'adhérence, c'est quand ta peau brûlée, elle vient se coller directement en dessous aux muscles ou aux zones articulaires. Et du coup, j'avais ça et pendant deux, 2 mois, 3 mois, je bougeais pas, je dormais comme ça, je me déplaçais en crabe dans les couloirs. Et en fait, ça a été peut-être même ça la phase la plus pire de mon accident parce qu'en fait, tu te retrouves à être, Allaiter. non, mais on te nourrit, on te nourrit, on te Bah ouais, c'est nettoie, ça, on te quoi. Tu déshabille, fais rien de toi-même. je pouvais rien faire, donc du coup, en fait, tu étais tout le temps accompagné, enfin, en fait, tu perds ton indépendance. Je pense que ça, perdre ta liberté et devoir dépendre des autres à ce moment-là, bah, en fait, OK, c'est normal. En fait, tu rentres dans un système où en fait, c'est normal. Ouais, tu comprends, mais sauf qu'en fait, le fait de faire ça tous les jours, mais en fait, tu perds ta dignité. Mmh. Genre, moi, j'avais perdu la conscience de l'endroit où j'étais. Parce qu'en fait, nos compressifs, donc j'en avais beaucoup sur tout le corps. Et en fait, les compressifs, ils étaient couleur peau. Et en fait, j'avais mon armature, moi, mon armature en haut et tout. En fait, je me baladais comme ça dans le centre. Genre,
Parce que c'était normal. Enfin, pour moi, c'était normal. Sauf que la psy, elle vient me voir, elle me fait, mais faut que vous vous habillez. Mais là, pour moi, je suis habillé, tu vois. Elle fait, non, mais vous êtes dans un centre pédiatrique, il y a des enfants et tout. Mettez, habillez-vous. Enfin, genre, Mmh. et c'est vrai que là, quand t'as un pseudo-accompagnement avec une psy qui te comprend que bah, c'est pas normal de se trimballer comme ça, ouais, ok. Mais pour moi, c'était totalement normal. Mmh. Parce que j'avais pas conscience du fait que, pour moi, j'étais habillé. Le fait d'être, Et comment tu as vécu, ta rééducation à l'hôpital? Genre, est-ce que c'était enfin, est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as vu un avenir possible? Est-ce que tu t'es dit, il y a un moment où ça va aller mieux? Ou est-ce que tu étais vraiment genre au bout de ta vie? Ou comment tu as réussi à traverser, tout ça? j'ai eu la chance d'être très bien entouré. J'avais, régulièrement la semaine, des visites, des amis qui venaient me voir. Bon, tu fais le tri quand il t'arrive dans un truc comme ça, tu fais le tri parce que t'as des gens qui sont pas en capacité, d'accepter ou de Ouais. supporter, heu, ce qui t'arrive et je l'entends, hein. Enfin, Mmh. genre, on n'est pas tous, calibrés pareil, on n'a pas tous les mêmes connaissances ou les mêmes outils pour pouvoir aider, des phases, être dans des phases comme ça. J'ai Ouais. j'ai moi, l'un des plus grands regrets, c'est que j'ai perdu ma meilleure amie à ce moment-là. Pour te dire, aujourd'hui, je l'accepte, hein. Enfin, genre, je lui ai toujours dit, hein, que je lui pardonnais et tout, mais elle est venue me voir une fois à l'hosto et après, que tu ne supportes pas, OK, mais même pas de message, rien, tu sais pas. Peut-être qu'en physique, tu peux pas, mais tu as d'autres outils, tu as d'autres moyens de pouvoir, et ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps rendu triste, Elle même t'a si jamais je donné de pense réponse? j'ai essayé de la recontacter, plusieurs fois, dans l'année pour son anniversaire, pour des trucs comme ça, mais Mmh. mais non, jamais. Après, c'est des choses qui arrivent enfin, dans notre vie, dans notre chemin de vie, on va perdre des gens, on va en rencontrer des nouvelles, on va en retrouver. Et puis souvent, on n'a pas de réponse aux Non, questions et qu'on se puis, pose. c'est surtout qu'en fait, faut pas en chercher parce que c'est faire des interprétations et en Mmh. fait, tu te pourris tout seul parce que ça se trouve, la personne à laquelle tu penses, elle fait sa life, tu sais, elle pense pas à tout ça, tu vois? Donc ça serait donner du temps et de l'émotion à ça. Ouais, tu ronfles. Oh, c'est pas l'heure de Je peux faire la plus entendre sieste? ronfler dans le podcast parce que s'il se met à ronfler, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. C'est un avion qu'on va entendre, hein, doudou, Bah alors? Et non, et puis en fait, du coup, bah, à l'hosto, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir, mais je les ai vus une fois. Mais c'est OK, tu vois? Enfin, genre, au début, c'était, compliqué parce que là, à partir du moment où j'ai mon accident, que je reprends conscience de tout ça, que je reprends conscience, qu'il y ait tout ça, bah, en fait, tu rentres dans les étapes du deuil. Mmh. Heu, Tu fais le deuil de toi, mais tu la colère, l'incompréhension, enfin, toutes ces phases-là, qui vont, pas forcément arriver, comme on l'entend, par étapes, tu vois? C'est peut-être la quatrième étape qu'on voit généralement qui va revenir en premier, la colère qui va revenir. Tu vas être résilient, mais sauf qu'à un moment donné, tu te reprends de pleine face certaines choses. Et donc du coup, en fait, c'est un combat, perpétuel, un duel perpétuel entre différentes phases. Et la première, ça a été, ouais, la colère. J'étais en colère contre tout le monde. Je comprenais pas pourquoi moi, en fait. Enfin, genre, qu'est-ce qui pourquoi, en fait? Enfin, genre, et heu et quand je te dis que j'ai été bien entouré et tout, c'est que, j'ai des gens, peu importe ce qui m'était arrivé, ils me disaient honnêtement les choses. Et je pense que ça m'a été d'une grande utilité, pour ma rémission. Parce que quand j'étais exécrable avec les gens et j'ai été exécrable avec mes parents au début, ils avaient beau Mmh. être là, ils avaient leurs propres mots, hein, moi, c'était moi, en fait. Enfin, genre, eux, je leur parlais mal, je réagissais très mal, ils étaient très compréhensifs d'ailleurs. Mais j'avais une pote, elle me disait Mmh. clash les choses, tu vois? Genre, elle me disait: «Mais ferme ta gueule, putain, mais tu te rends pas compte comment tu es exécrable et tout, alors qu'ils sont là». Et ça, pour le coup, je pense que ça m'a aidé, tu vois, dans le fait de comprendre aussi plus rapidement les choses et de pas me laisser stagner sur
une étape ou 2 de deuil, mais après c'est un chemin, aujourd'hui je regrette pas du tout mon accident, tu vois? Enfin genre, si j'étais, avec des cheveux, des oreilles, j'aimerais bien revoir mon accident. Tout ce que ça m'a appris en leçon de vie, tout ce que ça m'a permis de faire et de j'aurais pas rencontré autant de personnes, sur ma route et de personnes aussi bienveillantes les uns que les autres, comme, des personnes, qui le sont pas, tu vois? Mais, enfin genre, ouais, merci, tu vois? Enfin genre, j'ai rencontré, ben, Patrick du coup qui était un grand brûlé qui lui, ben, a eu cet accident-là et tout et qui a fait que, ma vie a été beaucoup plus smooth et beaucoup plus cool, tu vois? Dans le centre de rééducation, on rigolait tout le temps, on se faisait des blagues, enfin, j'ai vraiment, heureusement qu'il y avait ce côté-là de, on se sort un peu de cette zone de trauma, on va dire, et on oublie par, l'humour, par le fait qu'en fait, on est tous des gueules cassées, donc en fait, on est tous pareils. C'était surtout ce qui était le plus dur, c'était quand tu retournais, dans ta famille ou quand tu allais voir, certains potes, quand tu ressortais de ce contexte-là, du centre de rééducation et tout, bah, c'était différent parce que les regards sont totalement différents, heu, tout, hein, et puis tu as une atmosphère, enfin, très, très bizarre. J'avais juste une envie dans ces moments-là, au début, c'était de retourner au centre, tu vois? Parce que je me sentais trop bien Ta là-bas. place aussi, prendre ta Voilà. place. On se Non, mais c'est comprend. ça, hein. Genre, vraiment, il y avait ce côté, de, là-bas, je suis accepté. À l'extérieur, un peu moins, tu vois? Et c'est même pas c'était mon ressenti, tu vois? Genre, ouais, j'ai l'impression d'avoir la pitié de tout le monde, de plus être un humain, enfin, genre, Mmh. c'était très spécial, hein, aussi, après, Ah, ça doit être dur le regard, des autres sur toi, quoi. bah, c'est en fait, par la suite, moi, je l'ai compris très récemment, hein, ça fait 2 ans, enfin 2-3 ans, hein, où j'ai bah, dont la formation de dev perso qu'on a faite, m'a permis de fermer des portes. Mais avant d'en revenir à ça, quand j'ai eu mon accident, donc j'ai fait mes 2 mois à l'hosto et tout et après je suis allé dans le centre de rééducation. Juste avant de je me souviens de juste avant d'aller dans mon centre de rééducation, une infirmière un après-midi qui vient avec une pince à épiler et qui commence à m'enlever toutes les agrafes que j'ai, dans le corps. Parce qu'en fait ma peau elle est c'est des boulots des bouts de peau quadrillés qui viennent et Mmh. puis tu sais, qu'ils agrafent comme ça. Et en fait, elle est venue, elle a enlevé les agrafes et tout. Je devais en avoir entre, je vais pas dire de bêtises, entre 500 et 1000, tu vois, d'agrafes. Donc, du coup, elle a Waouh! bien mis longtemps. Et, donc, il y a ça. Enfin, genre, puis la gestion de la douleur, t'es shooté. Donc, du coup, en fait, tu t'en rends pas forcément compte. Mais c'est vrai que quand tu avais les doses de médicaments qui faisaient plus effet, t'étais content d'avoir une petite alarme et d'appuyer pour que quelqu'un te ramène une dose, tu vois. Euh, Et au bout de combien de temps, ils t'ont enlevé les bandages? Tu as vu ta peau, Ça a été au fur et à mesure, vraiment au fur et à mesure, je me souviens plus exactement du temps, mais ça a pris, ouais, un bon moment parce que je suis rentré en septembre. Je crois que la première fois qu'ils commençaient vraiment à m'enlever des bouts de pansement, où genre ils en mettaient pas derrière, Mmh. je crois que c'était un mois et demi après, OK. je pense, hein, parce qu'en ordre chronologique, ouais, c'était un truc comme ça. Et il y avait aussi le truc où, en fait, au fur et à mesure, donc tu sais, ils m'enlevaient les pansements, mais j'avais des compressifs qui venaient appuyer dessus et tout. Donc j'avais pas forcément le temps d'admirer ma peau, tu vois? Et comme j'étais, tout le temps, aidé, enfin, j'en faisais tout, hein, j'avais des aides-soignantes qui étaient tout le temps là, H24 avec moi pour me faire, ça, c'était vraiment le pire. Ça, c'est vraiment de perdre son indépendance, d'être un peu considéré comme un objet pour soi. Et pourtant, c'est normal, en fait, c'est le chemin, c'est le process normal. Mmh. Mais t'en as pas conscience, donc du coup, tu fais pas trop gaffe. Mais je me souviens de la première fois où je me suis vu. Mmh. J'étais encore en phase inflammatoire, donc faut penser que j'avais pas de barbe, pas de cheveux, ben, toujours pas, pas de sourcils, enfin, genre, j'étais vraiment rouge et maigre, enfin, plus maigre que là. Et je me souviens, c'est un soir, je me pose sur mon lit, je suis comme ça et j'attends les aides-soignantes qui viennent pour me déshabiller, donc pour m'enlever mon t-shirt, comme pour m'enlever mon t-shirt. Et fait exprès ou pas, dans ma chambre, j'avais une salle de bain.
Et en fait, la porte de la salle de bain était juste entrouverte pour que moi, je me vois dans le miroir, tu vois. Et à cette époque-là, j'avais encore que la tête qui était la plus en phase de cicatrice et j'avais une coquille comme Calimero. Euh, J'avais la ressemblance de Calimero avec ma coquille sur la tête et le caractère aussi. Et vraiment un caractère très spécifique à cette époque-là. Mais du coup, en fait, je me vois dans le truc, mais je fais pas gaffe. Et en fait, une aide-soignante, au moment où elle m'enlève le t-shirt, la coquille, elle part avec. Et j'avais eu de la chance, c'est que j'avais un très bon kiné, enfin, des très bons kinés qui étaient avec moi, dont un où un jour je demandais il était présent quand je demande au médecin, ouais, mais physiquement, qu'est-ce qui a changé? Il fait, non, vous inquiétez pas, vous avez quand même vos oreilles et tout. Mon kiné qui me regarde, il me fait, ah, toi, ce que tu connais des oreilles, non, t'en Mmh. as plus. Mais c'est dur à s'imaginer de quelqu'un qui te dit, t'as pas d'oreille, en fait. Mais de ce qu'on connaît, nous, des oreilles, c'est le lobe. Alors que l'oreille, c'est bien plus complexe que ça. Et, donc, elle m'enlève le truc, et là, je vois mon visage dans le miroir, et, euh, et je bug, et je me dis bonjour. Enfin, je dis bonjour. En fait, tu crois que c'est une autre personne? Et ouais, bah ouais, parce que moi, je m'étais jamais vu, tu vois, genre, et je me regarde dans le miroir, je dis bonjour, et je vois que ça répond en même temps que moi, et je suis pas con, Ah, le choc. je comprends assez vite, tu vois, et je m'effondre en larmes. Là, t'as les aides-soignantes qui sont là, qui paniquent. Je vois l'aide-soignante qui pousse du pied de son pied, la La porte, tu boulette. vois, comme ça, puis elle recule comme ça. On arrive. Ouais, et moi, je pleure, genre, parce que je comprends, je prends conscience de ce à quoi je ressemble. Et là, mais c'est des phrases genre, plus jamais je retrouverai l'amour, plus jamais j'arriverai à vivre, plus jamais. Mais vraiment, Mmh. c'était le bas total. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça va être ma vie en fait? Jamais, enfin genre, jamais j'arriverai. Jamais, genre, c'est pas possible avec cette gueule-là, c'est pas possible. C'est, je me morfonds, tu vois, enfin genre vraiment. Et, là, t'as l'aide-soignante qui arrive avec, je me souviens, il devait y avoir, fallait s'y cacher. Je me dis, tiens, prends-les. Ah bah je les ai pris, bah j'ai bien dormi, hein. Genre ça m'a émotionnellement et tout, ça m'a vidé. Puis après, bah tu sais, le temps que ça fasse effet, t'es sur ton lit comme ça en train de prendre conscience. Enfin, Ah, c'est horrible. c'était très rude ce moment-là. Mais le lendemain matin, parce que normalement quand tu fais un truc comme ça, t'es censé être accompagné. J'allais être accompagné, tu vois, c'était prévu 2, 3 jours après Mmh. le rendez-vous avec la psy. Euh, apparemment, on voulait pas attendre et apparemment il fallait que j'ai un choc. Bah, ça tombe bien, j'étais pas prêt pour ça. Et le lendemain, 9 heures, la psy, elle était à côté de moi dans le lit, enfin, non, à côté du lit. Et là, elle me dit, faut qu'on, monsieur Malocène, faut qu'on se voit. Je fais, oui, ça serait bien parce que je vais pas bien, là. Je t'ai jamais demandé, mais il y a eu des fois où tu as eu envie de mourir et de tout lâcher? Ouais. Plusieurs fois, dans les 8 ans, avant de faire la formation, qui, depuis mon accident, avant qu'on fasse la formation, donc ça faisait 2024, ça faisait 10 ans. Ouais, 10 ans que je me battais un peu avec mes démons et tout. J'ai eu plein d'autres phases hein, dans ces 10 ans-là et tout. Mais un nombre incalculable de fois où je me disais, mais qu'est-ce que ça aurait été plus simple que je reste dans la voiture? Qu'est-ce que ça aurait été plus simple? J'aurais pas eu à vivre tout ça, mais parce que j'ai eu d'autres péripéties, euh, que ça soit du côté amoureux ou ça s'est terminé ou ben il y a en 2024, j'ai failli perdre ma jambe parce que j'ai eu une grosse infection suite à une opération qui a mal tourné. Je me rappelle de cette opération, tu avais failli ne pas aller en Rem-Dom, non? Mhm. Et tu étais allé au final? Ouais, j'y étais allé quand même, j'étais allé jusqu'au bout, mais après, quand tu apprends 2 mois après que ton chirurgien il s'est barré et que tu l'appelles et tout, puis qu'il te fait comprendre que, ben, en fait, si j'avais eu 10, 20 ans enfin, plus vieux, on aurait dû couper la jambe, je suis là, je suis, mais, Ah. ok, super. Mais, chaque épreuve que j'ai eue avec ce pied-là, parce que j'en ai eu, ça aurait dû durer un mois, ça a duré 8. Chaque phase, on va dire, de guérison, était enfin, Interminable. non, c'était un message, en fait. Enfin, genre, je l'ai vécu par phase
d'évolution, on va dire. Parce qu'il y a eu une phase où, comme j'étais allergique, j'ai eu une grosse bactérie. Le seul antibio qui fonctionnait, c'était un truc que j'avais en perfusion, avec lequel je me baladais pendant 24 heures et l'infirmier venait pendant une semaine ou deux. Et en fait, j'ai fait une allergie à cet antibio, mais c'était le seul qui fonctionnait. Et en fait, je pelais, tu vois, genre comme un serpent. Et c'était enfin, très intéressant parce que du coup, j'avais l'impression de perdre ma peau et renaître. Si on va plus loin dans l'expert, dans la sensation et la conscientisation de chaque fois ce que j'ai fait. En plus, c'était au moment où j'étais dans la formation de dev Mmh. perso, où du coup, j'ai fermé des portes, j'en ai réouvert d'autres, j'ai compris certaines choses. Et la plus grande victoire, on va dire, de cette formation, ça a été le pardon. Je me suis pardonné. En fait, je pensais être passé au-dessus, mais en fait, je m'étais toujours pas pardonné d'avoir eu cet accident. Même si je l'accepte, je n'avais jamais été capable de me dire pardon à mon ancien moi. C'est quoi pour toi la différence entre l'acceptation et le pardon? L'acceptation, c'est t'acceptes ce que tu es devenu. L'Adrien d'aujourd'hui, tu l'acceptes. Pas le choix. Ouais, mais quand tu es dans le pardon, tu acceptes aussi, Mais tu vois? ouais, mais le pardon, c'est le pardon, tu l'attribues à l'ancienne version de toi. Le pardon, ça a été libérateur parce qu'en fait, intérieurement, je m'en voulais toujours d'avoir eu ce foutu accident, même si au final, je pensais que j'étais passé au-dessus en disant à tout le monde, je vous remercie d'avoir eu cet accident et tout. Mais le travail d'introspection qu'on a dû faire m'a permis de me mettre en évidence avec moi et moi-même et mon ancien moi et de lui dire, ouais, je te pardonne. Je, je te pardonne d'avoir eu cet accident-là parce que, en fait, enfin, je pense que j'ai été trop en surface pendant 8 ans et que je me voyais toujours comme un monstre, enfin, comme un monstre, avec mes démons, en fait. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer. J'avais l'impression de devoir me battre perpétuellement avec moi et moi-même, euh, parce que j'ai appris aussi que ben, ton pire ennemi, c'est toi, il n'y a personne d'autre. Et, et de la manière dont toi, tu te perçois, c'est pas les autres qui te perçoivent comme ça. Il y a que toi, mais donc du coup, en fait, si tu te perçois de telle ou telle manière, les autres te percevront comme toi, tu as envie d'être perçu. Et, euh, et ça a été, ouais, 8 ans, 10 ans, non, 10 ans de chemin à avancer, à reculer. Et en fait, pendant ces 10 ans-là, ben, je pense que j'ai terminé mon deuil. Tu vois. J'ai eu pas mal de trucs quand on parle de deuil et tout, on sait jamais combien de temps ça va prendre. La durée d'un deuil, elle est propre à toute personne. On arrive à identifier des étapes clés, mais tu peux avoir la colère, la résilience, puis après retourner dans la colère parce que des événements de vie font que bah, ça te replonge dedans en fait. Mmh. Et tant que et c'est là où, quand j'explique que le pardon envers moi-même a été mais d'une puissance incroyable, c'est que j'ai terminé mon deuil à ce moment-là. Tu vois. Genre, plus de colère envers moi-même, plus de d'incompréhension. Et du coup, ça change vraiment la donne. Ça change vraiment la donne parce que tu arrives, à mieux comprendre aussi ce qui t'attend et ce qui s'est passé avant. Et c'est vrai que pour le coup, le fait d'avoir fermé cette grande porte m'a permis d'en ouvrir une autre et d'être totalement moi et de plus en avoir rien à foutre en fait, en parlant poliment, Mmh. euh, du regard des autres. Et c'est vrai que le regard des autres, maintenant que moi-même, je m'apprécie, que je me complimente, mon estime de moi, elle a pris un boost incroyable. Ça se voit. Euh, Mmh mh.
elle a pris un boost incroyable et l'estime de soi, c'est une complémentarité entre l'image de toi, enfin, la confiance en toi et une troisième, mais je l'oublie à chaque fois. Et, euh, et c'est sûr que ce que j'appelle moi maintenant mon étape là, mon accident, j'appelle ça un joker de vie parce que c'est un moment, c'est un moment dans ta vie où peu importe qui tu es et qu'est-ce que tu traverses, tu as des phases où en fait tu as l'impression que tout s'écroule. Si on imagine ta vie comme un puzzle, euh, si on imagine ta vie comme un puzzle et si on imagine qu'elle est maintenue par des piliers qui sont tout ce qui a fait de toi cette personne, ta famille, tes valeurs, tes principes, tout ça, et ta base, qui est un puzzle, et en fait, tu as tout qui s'effondre, et tu dis, putain, j'ai tout construit, tout s'est écroulé. Il n'y a pas tout, hein, il reste des pièces en place, parce qu'il reste ton identité même. Tu as beaucoup de choses, de croyances limitantes, de pensées, qui s'effondrent et en fait, qui vont être remises en question. Et, euh, et soit, tu as deux possibilités. Soit tu es dans l'acceptation, soit tu es dans la soit tu es dans la Dans la haine? Il y a l'amour ou la haine en vrai, hein. je dirais pas la haine, je dirais la peur. Parce que la haine, ça découle de la peur. Ouais. Tu as 2 émotions aujourd'hui, qui sont prédominantes dans tes actions. Soit tu fais les choses par amour, soit tu fais les choses par peur. La plupart du temps, aujourd'hui, les gens agissent par la peur, Mmh. parce qu'ils ne connaissent pas. Et ça, la peur de l'inconnu, c'est celle qui régit sur beaucoup de d'actions que n'importe qui peut mener. Heu, et puis tu vas avoir dans la peur, tu vas avoir la colère, la haine, la tristesse, tu vas avoir tout ça et puis c'est une zone de confort aussi. La peur, c'est celle qui te parle le plus. On te parle beaucoup moins par amour. On réagit beaucoup plus avec peur parce que c'est aussi un moyen de défense. La peur de pas faire confiance. Enfin, c'est des choses qui, la plupart du temps, plus challengeantes. Mmh. Mais une fois qu'on arrive à comprendre ça et qu'on arrive à se régir de parler de telle ou telle manière, ça peut faire la diff. Ça peut vraiment faire la diff et surtout comment toi tu vois les choses et comment les gens aussi vont accepter ça. Tu as différentes manières d'amener les choses. Mais c'est vrai que plus tu fais les choses avec amour et même l'amour pour toi en fait. Parce que il y a des fois, t'as beau être bien entouré et tout, mais quand tu prends conscience de certaines choses, de certains comportements qu'il y a autour de toi, ben tu vas avoir une dualité entre ta raison et ton cœur. Et tu vas avoir ton cœur qui dit ouais mais cette personne, ça fait 20 ans que je la connais, 20 ans qu'on vit des trucs et tout. Ta raison qui dit ouais mais là, dans une étape où il faut que tu prennes tes distances avec cette personne-là parce que cette personne-là, elle est plus en accord avec ce que toi tu penses. Et, euh, et ce qui fait de toi, et tu sais très bien et pertinemment que faut que tu prennes ces distances avec cette personne-là parce que quand on parle de toi, tu as envie de continuer d'évoluer, de t'élever, on va dire, entre guillemets, et de continuer à avancer. Et tu sens que cette personne-là, elle n'a pas envie de venir avec toi. Elle n'a pas envie de, De s'élever, d'évoluer. d'évoluer avec toi. Et en fait, elle va dire, mais non, reste là, viens t'asseoir, viens, on va fumer des pètes. Viens, on va boire de l'alcool. On va passer un bon moment ensemble. Mais sauf que derrière, c'est quelque chose que, c'est, c'est quelque chose qui peut être cool sur l'instant T, mais tu sais qu'à long terme, c'est plus viable, en fait, plus viable avec ce que tu veux faire. Bah, c'est pour ça que chacun fait son chemin de vie et c'est la sélection naturelle, hein. Moi aussi, j'ai perdu plein de potes, parce que j'ai arrêté de fumer, parce que j'ai arrêté la drogue, Mmh. tu vois? Enfin, Bah, moi, je l'ai vu, hein, pendant, après ma rupture, il y a parce que je suis resté donc quand, pour revenir au centre de rééducation, je te disais, l'une des premières choses que je me suis dit quand je me suis vu, c'est jamais je retrouverai l'amour. 2 mois après, j'ai retrouvé l'amour au sein du centre de rééducation.
Au calme. On est resté 8 ans ensemble. On avait des projets, pareil et Tu l'as tout. rencontré au centre de rééducation? Il lui était arrivé quoi? Il s'est fait Elle était agresser? brûlée au niveau du cou. Elle suite à un accident, domestique, lors d'une, lors d'un de voyage en Inde. Elle faisait un cursus en médecine et elle avait été envoyée là-bas. Du coup, elle, autre problématique, autre, Mmh. difficulté de son côté, mais elle avait été brûlée là et au niveau des mains. Et on s'était rencontrés en centre de rééducation et ce qui avait fait que le centre de rééducation était encore mieux, encore plus beau, on va dire, et encore plus, facile, à affronter. Mmh. Mais par la suite, je pouvais encore pas manger tout seul, il me semble. Mais après, une fois que tu arrives à manger tout seul, moi, ce que j'avais le kiff ultime, c'est quand j'arrivais à rebouger les bras et j'ai pu aller dans le parc, me cacher et me fumer, et me rouler et me fumer ma première clope. Bien évidemment, c'est interdit de fumer quand on est en phase cicatricielle Ouais, c'est vrai, parce ça que ça ralentit la ralentit, cicatrisation. ça ralentit la cicatrisation. Mais je me souviens de ce jour-là, j'étais en fauteuil, j'avais ma clope, et je la fumais comme ça. J'étais pas bien, j'avais mal, hein. J'étais pas, mais qu'est-ce que c'était plaisant. Mmh. Juste, mais, Tu m'étonnes. mais en fait, redécouvrir des choses basiques qu'aujourd'hui on fait naturellement, genre se faire à manger, enfin, des trucs cons, hein. Et c'est là où ça Mais te remet dans la gratitude, dans on l'instant prend présent, plus le temps, en fait, de, de vivre, non, et d'apprécier. d'apprécier ce qu'on fait Mmh. parce que c'est devenu normal. Mais en fait, et c'est là où j'ai compris genre, j'ai compris, c'est là où, tu t'aperçois que même les choses les plus simples, quand elles sont dures et que tu les as plus, waouh! C'est vrai. Ça a été la clope que j'ai mis le plus longtemps à fumer. Je crois qu'elle m'a pris 2 heures pour la fumer. Waouh! Ouais, c'était long, hein. Ah Mais bah, j'imagine la c'est kiffance quoi, genre tu la roules ouais, toi-même et ouais. tout. Le bonheur. Ouais, c'était vraiment un bonheur, c'est vrai, simple, hein. Mmh. Pas efficace pour la cicatrisation, mais très, très, bénéfique, De on toute va façon, dire. c'est souvent quand il t'arrive le pire et qu'après, Ouais, ça s'arrête que tu te rends compte que les choses les plus simples sont les meilleures. très bénéfique Je te jure. pour le corps. Hem Et donc du coup, ouais, ouais, et donc du coup, ce qui fait que en fait, on voit les choses différemment et puis, donc il y a eu ça et puis une autre phase importante de ma rééducation, ça a été, ma première sortie, heu, à l'extérieur du centre. Pas avec ma famille, pas avec mes potes, Tout seul. non, 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 avec les adultes du centre et les éducateurs. On est allé au cinéma. Je me souviens, c'était un mercredi soir Avec d'autres, avec d'autres patients? brûlés, ouais, OK, avec d'autres brûlés, incroyable. et on allait voir un Marvel. Je me souviens plus lequel. Je sais qu'on allait voir un Marvel parce que c'était une avant-première et en fait, on était allé à Lyon. Ah donc il y a grave du monde quoi. Ouais, fou, Avant-première. et on se gare et moi, j'étais encore comme ça. J'avais encore mon Prio Ouais. et j'avais, des endroits, des trous ici pour pouvoir des fois plier mes coudes, tu vois? Et heu et je me souviens donc j'étais dans le milieu du bus comme ça. Ah c'est dur. On se gare, il y avait, bah, Patrick, Caro, Jennifer, je crois, enfin bref, des adultes brûlés qui étaient avec moi, puis nos 2 éducatrices. Et eux, ben, ils ont l'habitude. Genre, ils l'ont déjà fait, tu vois? Genre, ils sortent. OK. Moi, je reste. Mmh. Impossible. Impossible de bouger parce que déjà de une, je voyais la queue qu'il y avait en dehors du ciné. Et quand je te dis que c'était un Marvel, une avant-première, il y avait la blinde de monde. Mais ça attendait, hein. Le film, il commençait que dans 1 heure, Mmh. 3/4 d'heure, et nous, on était déjà là. Et moi, je commence à pas être bien, à transpirer. Je fais: «Non, non». En plus, ils se sont rendus compte que j'étais pas descendu, genre, allez, 10 secondes après, ils avaient déjà commencé à marcher. Et non, impossible de sortir. Et là, tu as Patrick, qui est le plus grand brûlé, surtout au niveau du visage et tout. Enfin bref, il a perdu ses doigts, il respire par les trachées. Oh.
Incroyable ce type, incroyable. Il vient, il monte dans le minibus et puis il me regarde comme ça. Il s'assoit, il me regarde, il me fait, tu sais quoi? Dis-toi une chose, c'est qu'il y aura jamais autant de filles qui te regarderont. Et j'ai Incroyable. rigolé. Et là, ça m'a fait sourire et je sais pas comment ça m'a. Et là, il me fait, mais il y aura jamais autant de mecs non plus. Il est génial. Et là, juste cette phrase-là, elle m'a dit, ok, on sort. Genre, elle a été, genre, pépite cette phrase, hein, vraiment. Et du coup, je sors et puis c'était comme ça. Et puis, bon, j'étais encore un peu bandé, tu vois, mais bon. Et là, tu passes devant tout le monde. Bah, oui, forcément. T'as vu nos gueules. Mmh. Oui, on passe devant tout le monde. Donc, on passe devant tout le monde et en fait, on a le droit d'aller s'installer dans le cinéma avant tout le Mmh. monde. Donc là, moi, sans te mentir, je prends 2 places avec mes bras, 2 places là. Et donc, du coup, ce qui fait que ben, on se met en plein milieu, la place idéale, et hop là. Et donc, en fait, tout le monde met ses affaires au niveau des sièges là où j'ai mes bras, et moi, en fait, personne ne passe pas à côté de moi. Et donc, du coup, c'était très agréable, tu vois, genre, comme quoi, il y a du bénéfice, hein, vraiment. Et ouais, ça a été ma première vraie sortie dans le monde réel, on va dire. Et ça a été un putain de challenge. Mais très fier parce qu'après, ça a été beaucoup plus simple. Mmh. Surtout que quand j'avais un peu du mal et tout, j'avais appris à faire avec la psy de l'auto-hypnose, de la sophro et tout. Donc du coup, t'en faisais un peu. Et puis tu faisais aussi, je me répétais la phrase de Patrick. Bon, simple, efficace, il n'y a pas mieux, tu vois. Et donc du coup, ouais, ça a été une deuxième phase assez importante dans on va dire, ma reconstruction. Troisième phase, parce que le fait de tomber aussi amoureux a été d'une grande utilité au-delà du simple fait d'être amoureux et d'être en couple. Pour ton estime de soi, enfin, c'est incroyable, tu vois. Enfin, tu attires encore, tu as encore ce côté charnel, humain. Enfin, et, euh, et ouais, ça, c'était cool. Ça a vraiment été cool. Et puis l'humour aussi. Enfin, Waouh, il était beau celui-là. Magnifique, mon pote, hein. Il t'a même réveillé. Il t'a littéralement pété dessus. Bah, par contre, Non mais Noël, l'odeur, mon pote, elle est c'est un bon horrible. podcast. En plus, on a presque fini. Ouah, Les 5 dernières minutes, il nous a tués. ouah, celui-là. Ah, moi, je sens pas là. Bon, Ah non, après, non, tu mais lui en pleine gueule. celui-là était beau. Non mais Nono, c'est pas possible. Hein. Je vais pas attendre. Eh, je sens pas. Elle te l'a vraiment envoyé dessus, quoi. Moi, j'ai rien eu. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Là, j'ai eu des chiens et tout, je sais que c'est un peu de chien. Maman. C'est bon, tu vas t'en sortir. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas en train de devenir blanc, là. Un peu. Allez, pousse. Bah non, mais c'est trop tard, mon pote. Ok, bon, bref. De toute façon, Bah il nous écoute. reste 6 minutes. Ouais, y a pas le time. Ouais, c'est un truc de fou. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, c'est incroyable. Et Ouais, c'est différent. Enfin, genre. moi, j'avais juste une question. C'était quoi ta relation à la vie avant et ta relation à la vie maintenant? Alors, ça, c'est une très bonne question, parce qu'avant, de mes souvenirs, j'étais un petit suiveur. Il fallait que. Ah, j'étais le premier à suivre le groupe qui était le plus populaire. J'avais pas de personnalité. Concrètement, aujourd'hui, j'ai le retour de dire que j'avais pas de personnalité. Je m'assumais pas. Il fallait que je plaise à. Ouais, j'avais pas de personnalité. Alors, je voulais pas contredire les gens. J'ai eu encore eu ça après mon accident et tout mais c'était différent. Je voyais les choses bien différemment. Et puis aussi les gens t'approchent différemment aussi parce que tu te fais se faire des amis aussi quand tu es différent. C'est notre approche, on va dire. Mais ouais, là, ça va faire depuis 2 ans où j'ai fait des choix pas forcément les mieux pour moi. Je vis ma vie, quoi.
enfin, genre, je vis plus en fonction des autres, je vis en fonction de moi. C'est ce qui a changé, on va dire. La vraie phrase, ça serait ça. C'est, je ne vis plus en fonction des autres, je vis en fonction de moi. Même si je considère les autres, Mmh. mais si je dois faire des choix, je serai toujours la priorité. Concrètement. Si, il y avait des personnes là qui te regarderaient qui vivent ce que tu as vécu, bah, avant et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? S'ils regarderaient ce podcast? Mmh. Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que là, qu'ils vont redécouvrir ce que c'est la patience. Parce qu'on pense souvent à pouvoir être patient et tout, mais on l'apprend différemment et on l'apprend d'une manière plus puissante, je dirais. Ça finira par passer. Tout finit par passer. Ça prend du temps. Il faut juste accepter de prendre du temps, en fait. Il y a des fois, on veut aller beaucoup trop vite, on veut aller beaucoup trop lentement. Mais ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, on n'a pas de main mise dessus. Ce qui est important pour eux, c'est de faire de leur mieux et de tout mettre en place pour optimiser leur guérison. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des outils, des connaissances qui font que je suis armé, que j'aurais aimé avoir aussi il y a 10 ans, 12 ans. Genre quoi, par exemple, comme outil? Genre c'est spirituel? Ouais, c'est juste le fait de prendre conscience, en fait, que t'es pas seul, que tu as le droit aussi de pas être bien, de pas accepter cette situation, d'en vouloir. Et c'est normal, en fait. Enfin, genre, faut pas s'en vouloir de pas être gentil. Mmh. Faut juste comprendre pourquoi on est dans cet état-là et prendre du recul, en fait. C'est changer de perspective parce qu'en fait, on est rarement seul à vivre ça. On a toujours quelqu'un qui a vécu la même chose d'une autre manière, mais qui peut amener des outils, qui peut t'amener des connaissances sur toi, en fait. Parce que là, faut partir du principe que c'est un nouveau chapitre et en fait, tu vas réécrire ta vie et il y a des choses que tu vas laisser derrière et ça, faut pas vouloir les retenir. Il y a des choses, elles ont plus besoin de faire partie de ta vie, en fait. Mais il faut l'accepter. Il y a beaucoup de choses qu'il faut accepter. Et c'est surtout conscientiser ce qu'on fait, conscientiser ce que tu es en train de vivre. Mmh. Parce que moins on conscientise, moins on accepte. Et moins on accepte les choses, et plus en fait on reste dans cette spirale Mmh. infernale dans laquelle on s'est enfermé. Plus on enfouit le trauma et plus ça nous fait du mal, C'est ça, sur la durée. c'est comme si l'exemple que je pourrais te donner, c'est t'as un tapis au milieu du salon, et au lieu d'affronter la poussière, au lieu de passer l'aspirateur au bon endroit et tout, tu mets tout sous le tapis. Mmh. À un moment donné, le tapis, enfin, ça déborde et en fait, émotionnellement, on n'est pas fait, le corps humain n'est pas fait pour entretenir les émotions. C'est nous qui choisissons de les entretenir. Une émotion réelle, Elles sont faites pour être vécues. elles sont faites pour être vécues, puis elles traversent ton corps 2 à 3 minutes. Mmh. Si ça dure plus longtemps, c'est toi qui as pris la décision de les entretenir. Et c'est comme toutes les émotions, la colère, la tristesse, la joie, la gaieté. Mmh. C'est toi seul qui décide. Et en fait, si tu entretiens des émotions qui te pourrissent de l'intérieur, en fait, tu vas te pourrir ta vie. Et c'est surtout que on n'est pas le seul être humain à avoir fait ça. Et donc, imagine deux êtres humains qui se pourrissent la vie de l'intérieur, en fait, c'est un cercle vicieux. Mmh. Mmh. Il a encore lâché une caisse. Ouais. Bref. Merci Adrien pour, ton De témoignage, rien. pour ta venue dans le podcast, pour tes mots et Merci à pour tout ce toi. que tu as traversé. Bravo. On pourra, on pourrait reparler de ces 10 ans, parce que là, on a Mmh. parlé vraiment que de un an et demi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où faut pas lâcher, faut pas aussi partir défaitiste dans tout ce qu'on fait. Ouais. Mais ouais, on peut inventer, épisode 2. Ça, voilà, ça n'existe pas encore. On La ouvre deuxième année, on allez hop, écrit.